Salut Cindy! Salut Audrey-Anne! Et bienvenue au podcast Filles de papier! Aujourd'hui, c'est un épisode pour vous accompagner dans le changement de paysage, dans l'automne qui perd ses belles teintes de rouge et d'orange pour nous donner du gris. Exactement. Juste du gris. Exactement, la mort. C'est une période un peu bizarre de l'année où est-ce que c'est à la fois des journées grises interminables, mais en même temps, on est un peu dans l'effervescence de Noël déjà qui débute. Mm-hmm. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que notre notion du temps est complètement déboussolée. Tellement. On sait pas à quel point. En plus, il fait tellement noir de bonne heure. Oui. Et noir même quand on se lève, que comme on est dépaysé, là. C'est la dépression saisonnière. Là. Moi, c'est ça, ce synonyme du fin novembre, début décembre. Mais là, on est peut-être dans les dernières années où au Québec, on change encore l'heure. Ouais. C'est une des dernières places dans le monde qu'on change encore l'heure. Hein. Oui, je savais. Ça pourrait, ça me déboussole à chaque fois. Alors, si vous ne l'aviez pas déjà deviné, l'épisode d'aujourd'hui va tourner autour de la notion du temps. Est-ce que le temps passe rapidement? Est-ce que, au contraire, il s'écoule très, très, très lentement? Ainsi que plusieurs dérivés de la notion du temps. On se trouvait bien wise. Oui! Fait qu'on espère que vous allez aimer ce nouveau thème, ou du moins cette petite nouveauté thématique. Exactement. Fait que comme d'habitude, on surprend personne, on a créé des catégories. Mais oui. Et on vous fera des petites suggestions littéraires en lien avec les concepts qu'on a concoctés. Est-ce que tu as envie de nous en présenter un? Ah ouais, je commence en force. Bon, de mon côté, j'ai envie d'y aller avec celui que j'ai trouvé agréable à essayer de me représenter. OK? Qui est cette espèce de temps par le sablier. Donc, c'est-à-dire, mettons qu'on se donne une petite définition ici. Le temps qui s'écoule, bien évidemment, très tranquillement. Où est-ce qu'on peut y voir le grain par grain, là? Où est-ce que tout nous semble si long, mais aussi parfois si nécessaire. On dirait que j'aimais cette espèce de dualité entre... Par certains moments, c'est vraiment, vraiment positif. Par d'autres, oh mon Dieu, on a l'impression que c'est interminable. On dirait qu'il y avait comme une espèce de petite saveur, en tout cas, qui m'interpellait beaucoup quand je faisais mes petites recherches. Donc, reste à voir si on a exactement la même définition, là, mais pour moi... C'est correct qu'on se complète toujours. Mais on dirait que c'est ça. Pour moi, il y avait quelque chose, même, on dirait, d'assez posé, même à savoir un peu de symbolique avec le sablier. Bref. Moi, là, j'y vais là, en grand feu ici avec cette première catégorie. Donc, de mon côté, j'y suis allée avec un roman que j'ai lu il y a quand même quelques années déjà, là, un bon 2-3 ans. Ça a été vraiment une très grande surprise. Je m'attendais vraiment pas à aimer autant. La page couverture, je vous dirais, la gang, faut pas trop s'y fier parce que je trouve qu'il n'y a pas nécessairement représentatif de l'histoire, mais c'est vraiment un coup de cœur absolu. Ça s'appelle en fait, elle s'appelait Sarah. De Tatiana de Rosnay. Donc, moi, je l'ai lu en format poche, avec les livres de poche. Puis, moi, j'y suis allée vraiment avec la description que je viens de t'en faire. Donc, j'ai l'impression que si on regarde le grès unique de ce sablier, on n'arrive pas à grand-chose. Mais j'aime l'idée qu'on part de très grand et qu'on s'en va vers le plus en plus pointu, le plus en plus précis. J'aime aussi cette espèce de saveur où est-ce que on regarde quelque chose, justement, comme un sablier, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu d'apaisant, mais en même temps d'un peu confrontant, dépendamment de la raison pour laquelle on est confronté à ce symbolisme-là. J'y voyais, là, quelque chose de grand, là. Oui. Écoute, là, j'étais inspirée. Puis j'ai même envie de dire, tu sais, avoir cette espèce de petit grain-là dans l'œil que t'es là, genre, mon Dieu, ça... Oui, non, moi, je le voyais un peu, genre, voyons, j'ai une petite poussière, là, ça me fait pleurer, mais j'ose pas trop dire que, comme, je pleure, mais comme, je me sens inconfortable. Oui. Je suis allée vraiment, là, dans ce vibe-là, qui me fait aussi penser, avec le roman, on aime bien Ruta Sepetys. On s'entend avec ses romans historiques. J'ai l'impression que cette autrice-là, normalement, on la figure un peu plus avec le young adulte ou même parfois la littérature jeunesse. Tatiana de Rosnay, pour moi, c'est le même genre que l'autrice de Ruta Sepetys, mais vraiment dans la fiction adulte assumée.
Ok, je t'écoute, là. Ouais, J'ai ouvert mon oreille, là. Oui. T'as dit les bons mots pour moi. Écoute bien ce qui suit. Elle s'appelait Sarah, en fait. Ben, c'est vraiment une fiction sur laquelle on est venu s'appuyer sur un fait historique véritable qui s'est fait, en fait, durant l'occupation en France dans la Deuxième Guerre mondiale et sur lequel un sombre événement, je vais dire vraiment très peu glorieux, s'est passé durant cette occupation-là, qui est le grand Veldiv, qui est le grand vélodrome d'hiver, finalement, où est-ce qu'on a centralisé la communauté juive dans ce vélodrome-là et qu'on les a laissés pourrir, entre grands guillemets, là, pendant des semaines et des semaines et des semaines en attendant de savoir si on déportait ces personnes-là dans des camps de concentration ou pas. Donc, c'est une partie sombre de la France qu'on a malheureusement essayé de tenter de camoufler et sur laquelle l'autrice s'est dit « moi je vais aller comme construire une histoire à partir de ça ». Et c'est vraiment, vraiment poignant, vraiment bouleversant comme histoire. Si jamais vous ne savez pas, évidemment, de quoi ça parle, on y suit en fait 2 points de vue. Celui de Sarah, et elle s'appelait Sarah, et celui de Julia. Sarah est une petite fille juive qui, à 10 ans, on est venu cogner à sa porte et les gendarmes ont décidé de prendre elle et sa famille et de les amener au vélodrome. Elle, à ce moment-là, à 10 ans, elle comprend quand même un peu qu'est-ce qui en retourne de la communauté juive. Elle comprend aussi qu'est-ce qu'il en est de la guerre et tout. Et elle décide, en voyant les gendarmes arriver, de prendre son frère et de le cacher dans la maison. Elle part avec ses parents au vélodrome et elle laisse son frère derrière elle. Et s'ensuit à ce moment-là une espèce de grande quête de culpabilité parce que ses parents, c'est pas nécessairement un spoiler ce que je vais dire, mais elle finit par les perdre. Et elle reste toujours avec cette part-là de culpabilité de dire, son frère caché dans le plancher ou dans le garde-robe, bref, il arrive quoi? Parce qu'elle n'est jamais capable finalement de revenir le chercher comme elle lui avait donc promis alors qu'il était plus petit qu'elle. Et elle se sent tellement mal malgré toute la souffrance, malgré tout ce qui va lui être arrivé au cours de sa vie, parce qu'elle ne comprend pas de quelle manière en fait elle peut... accepter de se pardonner, mais aussi accepter de pardonner le passé, de pardonner en fait le temps qui passe et d'être aussi impuissante. Fait que pour moi, l'espèce de format du sablier où est-ce qu'on part de quelque chose de si large et qu'on s'en va vers un événement qui est si précis finalement, pour moi, ça avait comme tout son sens. Et de l'autre point de vue, comme je disais tantôt, on a celui de Julia, qui est une journaliste américaine qui vient à marier en fait un Français. Donc, qui vient s'installer avec lui en France et qui doit en fait recouvrir un événement qui est le Vélodrome d'Iv, donc le Veldiv, où est-ce que, évidemment, elle se rend compte que c'est un peu un événement en fait de la France qui a tenté d'être camouflé et elle doit en fait investiguer sur cet événement-là, savoir est-ce qu'il y a des survivants et si oui, ils sont rendus où, ils ont vécu quoi finalement. Puis, de comprendre un peu de quelle manière la France a pu... on va dire, se guérir, ou du moins tenter de se guérir de ce grand événement-là, où est-ce qu'il y a quand même des milliers et des milliers de personnes qui en ont subi d'atroces conséquences. Et le chemin de Julia rencontre celui de Sarah. Alors que l'événement s'est passé des années et des années plus tôt, les 2 femmes tentent du mieux qu'elles le peuvent de penser un peu leurs blessures passées, pour essayer de composer avec un moment présent qui n'est pas nécessairement parfait, mais dans lequel on est capable de se sentir bien et en sécurité. D'où comme encore une fois l'effet du sablier qui pour moi, le grain par grain, vient comme avoir tout son sens finalement. Puis pour vrai, c'est juste une si belle lecture. Je n'avais jamais lu de livre de cette autrice-là auparavant. Mais bon, vous irez voir sur Goodreads, la majorité de ses romans sont au-dessus de 4. Elle compose l'entièreté de ses récits sur des événements historiques qui se sont passés là, justement pour la majorité durant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a comme une espèce de petit côté lumineux qu'on peut associer à sa plume, qui est pas loin, je trouve, à certains moments de la petite poésie où est-ce que les métaphores prennent vraiment beaucoup de place. Encore une autre fois, le symbolisme avec le sablier. Mais c'est ça, c'est profondément triste. Ça finit d'une manière très humaine, mais on dirait qu'il y a comme une espèce de petit message d'espoir qui est sous-entendu à certains moments où est-ce qu'on éprouve énormément de sympathie envers Sarah qui a voulu bien faire en cachant son frère. Mais on peut comprendre aussi toute l'espèce de poids qui peut venir sur ses épaules avec le fait que, comme, elle a-tu tué son frère?
Est-ce que son frère a survécu? Est-ce que son frère a été capable lui-même de comme faire face à toutes les horreurs de la guerre? Chose que des fois, on doit accepter de ne pas avoir de réponse. Il y a quelque chose de beau dans ce roman-là. Je vous y encourage. Comme une espèce d'injustice, mais une culpabilité. Est-ce qu'elle est justifiée ou pas? Parce qu'au final, c'est pas de sa faute, mais... Vraiment. Puis tu sais, c'est de voir, mais sa famille, elle est incomplète. C'est de composer avec une famille qui va demeurer incomplète jusqu'à la fin de ses jours. C'est composé avec un fantôme. Il y a quelque chose de magnifiquement beau. J'ai eu les larmes aux yeux à plusieurs moments où est-ce que je suis mais voyons là, c'est une fiction, mais comme je peux pas m'empêcher d'être émue. C'est pour ça qu'on lit. Exactement. Fait que mettons dans un moment du type novembre, décembre ou encore dans un moment du type février ou été, peu importe. Ça semble lourd, mais ça se lit excessivement bien. Le rythme est bon, les chapitres ne sont pas trop longs, les dialogues sont vraiment comme bien séparés au niveau du récit, fait que on n'a pas non plus l'impression d'avoir certains temps morts. Donc pour vrai, vraiment une belle recommandation ici. Là. Est-ce que tu as relu des livres de cette autrice? J'en ai. Dans ma pile. Ils attendent. Mais ils attendent patiemment leur jour de grâce. Mais non, c'est le seul et l'unique que j'ai lu pour le moment. Mais c'est un gage de valeur sûre, en tout cas, quand tu vas avoir envie. Je te dis, là, vraiment, puis je t'invite à aller voir les commentaires sur Goodreads, mais la comparaison entre Ruta Sepetys et Tatiana de Rosny, c'est vraiment comme une continuité. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'on a le jeunesse, début adulte. Oui. Et on a la fiction adulte avec elle. Fait que c'est comme une belle continuité, finalement. Puis je serais curieuse de savoir, est-ce que tu trouves que le contexte historique est comme un peu plus difficile à saisir? Pas du tout. Avec ça? Parce que je sais que, en fait, la force du jeunesse avec l'historique, c'est que la mise en contexte est vraiment bien faite. On nous prend par la main. Puis... Et on nous prend encore par la main. Par la main, oui, exact. La seule nuance que j'aimerais amener, c'est que ce n'est pas fait dès le début. Donc, c'est vraiment au fil de l'histoire qu'on prend, on va dire, part à l'univers, on prend part aussi aux tensions politiques. On les perçoit aussi par certains moments avec les yeux d'un enfant de 10 ans qui tente de comprendre c'est quoi cet endroit qu'est le Vélodrome, comment ça se fait que plusieurs personnes s'y retrouvent, comment ça se fait que la famine est vraiment là, criante et apparente. Fait que c'est au fil de l'histoire qu'on vient comprendre cet événement tragique. À la fin du livre, évidemment, on a certains faits là, qui déclarent qu'est-ce qui en a été dans la réalité, puis les retombées en fait de tout ça. Mais on a un très bon portrait, puis on comprend très bien qu'est-ce qui s'est passé avec cet événement lors de l'occupation. Là. Ah, je suis contente parce que j'en ai jamais entendu parler. Mais moi non plus, c'est vraiment une fille sur Instagram, elle a vraiment longtemps, Instagram français, qui en avait fait l'éloge. Ça avait été comme moussé un peu là, dans son coin de pays, puis j'étais comme « Ah, mais pourquoi pas? » Je l'ai vu en librairie, « Ah, mais pourquoi pas? » Puis, Est-ce que c'est une autrice européenne? Française même, de mémoire. Ouais, ok. Écoute, là, je dis ça, là, puis évidemment, on va pouvoir se rendre compte que je dis n'importe quoi, là. On va le prendre avec un grain de sel. De mémoire, oui, ça se trouve à être une autrice, peut-être pas française, mais qui parle français, parce que quand j'avais fait la publication de mon livre, elle m'avait écrit en privé, puis on avait parlé ensemble en français. Donc, elle doit... Oui, donc, une écrivaine franco-britannique. Donc, elle parle anglais-français. OK. Mais je confirme qu'elle m'a parlé en français. Donc, elle parle français. Ah, je garde ça sur ma liste, sur mon radar. Oui. Prenez ça en photo, gardez ça en réserve, ça en vaut la peine. C'est à mon tour. Oh oui! Honnêtement, je suis quand même contente qu'on ait commencé par cette catégorie-là parce que c'est comme ma recommandation un peu spéciale. C'est pas nécessairement une recommandation que je fais habituellement. Mais là, j'avais envie de dévier de la trajectoire habituelle un peu. Elle est partie sur les bris de convention pis de code. Non, mais c'est parce que c'est pas un roman. OK. C'est un roman graphique, en fait. Oui. J'en présente pas souvent, mais j'en lis une fois de temps en temps. Ouais. Et celui-là fitait tellement avec la catégorie. Et c'est aussi, honnêtement, mon roman graphique préféré de tous les temps. Donc là, je trouvais que c'était vraiment un bon moment pour vous en parler. Ah ben parfait, je suis toute oui. Je l'ai ici. Fait que si tu me permets, je vais le sortir. Certainement. Pour ceux qui sont... sur YouTube, vous allez pouvoir voir l'intérieur, parce que je trouve que ce qui est intéressant avec les romans graphiques, c'est aussi le style visuel, c'est les pages. Donc ici, on a Toutes les morts de Leila Starr, des auteurs Ram V et Felipe Andrade. Oui. On peut voir la belle couverture aussi, je la trouve tellement magnifique, bien honnêtement. Puis là, je vais l'ouvrir aussi pour vous montrer les belles couleurs. Je sais que je te convaincrai pas aujourd'hui parce que t'es pas une fille de roman graphique, mais on peut apprécier quand même.
En fait, c'est une envie. Visuel. Je pense que tout le monde aurait cette envie d'apprécier, mais je pense que ça prend, on va dire, une certaine passion à la limite pour le visuel, chose que je n'ai pas du tout. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle j'accroche un peu moins. T'as l'impression que tu pourrais pas bien l'apprécier? Mais c'est parce que j'ai l'impression que, tu sais, mettons, je regarde les images, puis j'ai l'impression que même les illustrations viennent dans les détails à raconter une certaine part d'histoire qui est comme implicite et non dans l'explicite. Puis je trouve que de prendre le temps de décortiquer chacune de ces images-là, je suis comme... Ah, t'aimes mieux qu'on te le dise avec des mots. Ouais, au lieu de le voir puis d'analyser un peu. Je pense que dans mes stratégies de lecture apprises au primaire, celle de regarder les illustrations, je l'ai peut-être skippé un peu vite. C'est bon. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc, c'est ça pour les belles couleurs. Dans le fond, ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est des couleurs très vives parce que c'est une histoire qui se passe en Inde, à Mumbai plus précisément. Et en fait, la culture indienne est typiquement colorée, dans le sens que les couleurs sont vives sur place, que ce soit par le style vestimentaire, que ce soit le marché des épices, que ce soit les monuments, tout est très coloré et c'est aussi l'ambiance qu'on retrouve dans ce roman graphique. Un peu feutré même, je trouve. Et que je vais juste le redéposer avant de poursuivre. C'est un roman graphique que j'ai lu comme 3 fois dans quand même! dans les 2 dernières années. On dirait que j'y reviens toujours. OK. Et je te dirais aussi que c'est comme une espèce de montagne russe. Puis ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une histoire. C'est pas une suite ou une série. Là. On retrouve souvent ça dans les bandes dessinées, là, les séries interminables. Mais ici, c'est une histoire, du début à la fin. Ce que je trouve agréable, c'est que dans le peu de pages, dans le peu d'images, c'est qu'on a vraiment une montagne russe du genre que ça commence et le début est un peu loufoque, ça se prend pas au sérieux, mais plus ça avance, plus la profondeur s'installe et on a une finale satisfaisante, mais aussi comme tellement humaine et tellement touchante. Donc je trouve qu'on part d'un point A et on se rend à un point B, mais on a vraiment un cheminement à faire. Ensuite, je vous dirais que c'est comme une quête d'identité, une quête de sens aussi. On part avec une prémisse où est-ce qu'il y a un peu de fantastique. Et là, on me regarde avec Est-ce qu'on est vraiment surprise? J'adore! Est-ce qu'on est surpris? Pas du tout. Non. Mais en fait, c'est que c'est 2 destinées qui viennent à se rencontrer. On a d'un côté la déesse de la mort et de l'autre côté, on a Darius qui est un nouveau-né. Il vient de naître. C'est que Darius est l'inventeur de l'élixir d'immortalité. Donc lui, quand il va être adulte, il va devenir scientifique et il va faire cette découverte-là. Pas découverte quand même. Pas pire. Sauf que là, la déesse de la mort est comme, mais moi je sers plus à rien, puis personne n'y va mourir. Tout le monde va être immortel. Donc, le début loufoque, c'est qu'elle est renvoyée de son poste. Son poste de déesse, en fait, parce qu'elle ne sert plus à rien. Ce qu'il lui dit, c'est ben, tu peux plus être immortel, donc dans le fond, on t'envoie sur la Terre. Et c'est là, en fait, qu'elle doit apprendre la notion du temps. Et là, c'est là où est-ce que j'arrive avec le sablier un peu. Moi, de la manière que je l'ai vu, c'est... Tu sais, quand le grain tombe, t'es conscient de chaque seconde qui passe. Mais tellement... J'aime ça, c'est poétique tout ça. Oui. Et c'est que là, elle est habituée que dans son immortalité, c'est qu'elle cligne des yeux, il y a une décennie de passé, il n'y a pas de limite de temps au final. Et comme il n'y a pas de limite de temps, c'est qu'elle se rend compte qu'elle n'a jamais apprécié chaque moment, elle n'a pas apprécié ce qu'elle a vécu, les gens qu'elle a rencontrés. Tandis que là, chaque seconde, chaque grain de sable est vraiment important. Et c'est qu'elle va aussi venir à apprendre qu'avec la mortalité vient une fragilité. Et c'est là où est-ce que le titre du roman graphique revient, donc toutes les morts de Layla Starr. Donc on comprend qu'elle vient à mourir et à revenir parce qu'elle comprend pas que sa vie est fragile. Fait qu'elle a fait plein d'affaires. Elle fait plein d'affaires, mais comme ça finit pas nécessairement bien, puis elle est comme... Mais si les gens font ça comme c'est terminé, là, fait que ça veut dire que les gens qui sont super âgés ont pris soin de leur vie. C'est comme une espèce de roman graphique à la beauté d'avoir vécu, d'avoir pris le temps de remplir sa tête de souvenirs, son cœur d'émotions. Mais c'est bien triste. C'est triste, mais c'est beau, c'est tellement beau. Oui, effectivement. Mais tu me dis ça, puis j'angoisse. Là, je suis comme, oh my God! C'est tellement beaucoup, effectivement, tout ça. Là. Que dans un claquement de doigts, au final. Mais c'est si vrai. C'est si vrai. C'est bon. Et là, juste envie que tu me dises, finalement, c'est pas la fin. Qu'est-ce qui se passe? Ça donne Est-ce que ça va être ton introduction au roman graphique?
peut-être, qui sait. Ça doit être le genre de livre, en fait, de roman qui doit se lire aussi bien l'été, l'hiver, automne. Oh oui, Ouais. oui, vraiment. Puis tu sais, je te dirais, c'est comme un bon test. Parce que tu t'assois, 45 minutes, c'est terminé. Si finalement tu te dis, c'est peut-être pas pour moi, tu sais, c'est bien juste 45 minutes. Ouais, c'est Puis ça. sinon, c'est une super belle expérience. T'as du temps. Pas autre chose après au pire. Exactement. Oh, quel jeu de mots! Ok, je prends note. Mais oui, au niveau du sablier, on n'était pas du tout dans le même... J'adore. Même symbolique. On se complète si bien. Oui. Est-ce que tu y vas pour le prochain? Oui, je peux. En fait, j'irais à l'inverse. Ah! Autant avec le sablier, on vous parlait du temps qui s'écoule tranquillement. Ouais. Mais à l'inverse, on a la course contre la montre. Ah ouais, il y a le fun, lui. Oui. Oui, j'ai aimé on va dire la petite catégorie, là. Très agréable. Donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il n'y a pas de temps à perdre. Le temps te coule entre les doigts, il est compté et dépêche-toi. Ouais. Fait que ça, je pense que honnêtement, au niveau de notre interprétation, on va pas mal avoir la même. Je te dirais que même essayer de pousser tout ça très loin, je revenais à Ah ouais, go, là. Oui. Ça brasse, là. Le petit lapin, là, le petit lapin dans Alice au Pays des Merveilles qui court. Oui, je suis en Il est retard. pressé, je suis en retard. Ah oui, tellement. OK, mais qu'est-ce que t'es allé mettre avec ce genre de... Tu veux que oui, je me vas-y. lance? Ben oui. Ok, c'est un roman qui est sorti là, vraiment longtemps et que j'ai lu il y a vraiment longtemps, mais qui est vraiment d'actualité comme cette semaine. Fait que je me dis que c'est le bon moment de vous en parler. Et c'est Running Man de Stephen King. Mais oui! Vraiment bon choix. Tu vois, tu me l'as dit, puis tellement logique. Tellement logique. Est-ce que tu l'as lu? Oui, je l'ai lu, puis je m'en vais le voir au cinéma la semaine prochaine. Ah, puis tu l'avais aimé? Oui, moi j'avais vraiment aimé. Ok. Ça fait vraiment plusieurs années que tu l'as lu. Hey, j'étais au secondaire, là, genre c'est ça. secondaire 4 peut-être. Là. Fait que ça fait très longtemps, je me rappelle plus de tous les petits détails. Mais de manière générale, là, je te laisse y aller, mais j'avais apprécié. Là. Ok, parfait. Fait que je vais vous quand même faire un petit peu vas-y. Mais en fait, c'est que je me disais, faut quand même faire la distinction parce que à chaque fois que je parle de Running Man, les gens pensent à The Long Walk. Oui. Donc, qui est Marche ou crève. Oui. C'est pas du tout la même œuvre. Dans Running Man, l'homme court très longtemps. Ouais. Et dans The Long Walk, l'homme marche très longtemps. Ouais, et très lentement même au prix de ouf. Mais oui, effectivement. Mais même au début, en tout cas avec la sortie au cinéma, j'avais dans la tête que c'était Marche ou crève. Mais j'étais là, mais j'ai fait mais non, c'est vrai, c'est l'autre là. Mais c'est parce que les deux en plus ont une adaptation au cinéma dans la même année, en tout cas du moins. Là. Oui, à quelques mois d'intervalle. C'est ça. Fait que me semble que c'est encore plus mélangeant. Là. Ah oui. Bref. Coup de marketing peut-être. Who knows? Mais je voulais aussi en parler maintenant parce que oui, il y a le film et tout ça. Là. Ouais. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que le livre est sorti en 1982. Ah, quand même. Mais c'est une dystopie, en fait, une science-fiction dystopique qui se passe en 2025. Tout est dans tout, hein? Je trouve ça tellement hot! Le sourire! Ça me fait mourir. J'étais vraiment fière. Oui, je voyais le... Ah! Qu'est-ce que t'en penses de ça? J'adore. Et au final, moi, je me suis demandé, est-ce qu'en écrivant ce livre-là, Stephen King s'est demandé à quoi la vie ressemblerait en 2025? Mais finalement, non. Non, dans le fond, c'est que je vais vous expliquer un peu le concept après. Là. C'est quand même très poussé. Donc, non, il ne s'est pas dit que les États-Unis allaient autant tomber. Et non, il ne s'est pas dit que les gens allaient vivre dans autant de pauvreté et que l'écart entre les richesses allait être aussi pire. Là. Non. Mais en fait, c'est qu'il s'est concentré sur l'attrait que les gens ont pour la télé-réalité. Et à quel point ça peut être utilisé par le gouvernement pour dévier notre attention. OK. Ça, tu parles que c'est ce qui l'avait motivé à faire le livre. Oui, en fait, c'est le message du livre. Puis c'est ce qu'il a essayé, en fait, de recréer. Écoute, j'apprécie que tu refasses tout le chemin parce que je me rappelais pas pantoute de ça. Ben, on va faire le chemin, puis ça, tu vas voir, ça va s'imbriquer un petit peu plus loin. Là, mais dans le fond, c'est qu'on suit le personnage de Ben, qui vit dans l'équivalent, honnêtement, d'un bidonville américain. Et sa petite fille est malade, elle a besoin de soins. Et il n'a pas le choix, en fait, de participer à des grands jeux. Qui s'appellent la Grande Track. C'est vrai, ouais. Il y a beaucoup aussi de parallèles avec Hunger Games.
Moi, tu vois, c'est ça mon point de repère. Dans ma tête, c'était le même grand jeu-là, ou est-ce que c'était un peu Oui. la chasse à l'homme, mais version grandeur nature? Ouais, exactement. Ouais, exact. Puis en fait, c'est que ça s'appelle le Libertel. Honnêtement, c'est le Capitole. Là. C'est la même chose. Ça fait trop longtemps. Là, tu me l'as dit, puis oui. Mais c'est 25 ans avant qu'Hunger Games sorte, là. Fait que c'est vraiment pas du... Qui a inspiré qui? Ouais, c'est ça, qui a inspiré qui. Mais au final, c'est que c'est ça. Lui, il a besoin d'argent, il a besoin, en fait, de soigner sa petite fille. Donc, il s'inscrit au grand jeu. Et en faisant des tests, c'est qu'ils vont venir placer des participants dans des jeux différents. Et la télé sur laquelle ces grands jeux-là passent se retrouve dans toutes les maisons et ça fait partie d'une loi. Tu es obligé que ta TV soit allumée chez toi et que tu écoutes les jeux. Et c'est que finalement, Ben va être choisi pour faire la grande track. Donc, c'est le jeu le plus dangereux, mais c'est aussi celui avec le plus gros prix. Ouais. Le pauvre, j'espère. Donc, il est en fait libéré dans la nature et on lui donne une caméra. Et on lui dit, tu dois en fait survivre pendant 30 jours et il faut pas que personne te retrouve. Mais là, c'est qu'eux, ils ont une équipe. Ça, le gouvernement a une équipe qui essaye de le trouver. Mais il y a aussi le fait que si un citoyen le dénonce ou le trouve, ben eux aussi ont droit à une récompense d'argent. Fait que lui, il peut pas faire confiance à personne. Il y a aussi une caméra parce qu'à chaque jour, il doit envoyer une vidéo où est-ce qu'il dit genre je suis encore vivant. Ouais, prouver son existence. Exactement. Sauf que là, les gens se mettent à comme regarder où est-ce qu'il est. Ils voient, je sais pas, un mur en briques, c'est peut-être dans telle maison. Fait que là, ils se mettent un peu à faire des complots par rapport à ça. Comme la purge un peu, moi ça me faisait penser avec ce que tu me dis, où est-ce que genre t'es capable justement d'essayer d'aller traquer quelqu'un, d'aller, on va dire, défier certaines lois, où est-ce que là, après s'il y avait des citoyens, en tout cas de mémoire, là, qui allaient comme quasiment dans des maisons ou penser où est-ce que justement qu'ils étaient, puis faire, pas une purge, mais une purge, dans le sens de trouver l'individu, lui, là. Oui. Non, c'est ça. En fait, je reviens au point des TV shows, au final, là, des reality TV. C'est que là, il y a la grande track, mais c'est qu'au courant du livre aussi, c'est qu'on voit d'autres types de jeux qui passent à la télé. Et je m'en rappelais pas de c'est que Stephen King s'est imaginé jusqu'où l'humain peut aller comme dans le divertissement. Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui attire l'attention? Qu'est-ce que l'humain va créer comme concept de jeu? Puis qui va réussir à twister ça d'une façon que ça va avoir l'air correct, tandis que moralement, ça ne l'est pas du tout. Là. Puis ce qui est fou, c'est que chacun des jeux qu'il a imaginés, c'est des jeux qui existent présentement. Là. Incroyable. Je m'en rappelle pas. Dans ma tête, j'avais comme un vague souvenir de d'autres jeux, mais dans ma tête, c'était un peu comme les Hunger Games, c'était des saisons passées. Je me rappelais pas que c'était en même temps. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelais pas. Ça fait trop longtemps. Intéressant. J'en ai noté quelques-uns, là, je trouve ça super intéressant. Ben oui. Dans le fond, il y a Swim with the Crocodile, qui est comme un peu l'équivalent de Fear Factor. Fait que se mettre dans des situations genre qui te font super peur, puis tu dois t'offrir le plus longtemps possible. Tellement c'est la même super simple. C'est la même chose. Sinon, il y avait How Hot Can You Take It? Fait que c'est carrément, tu mets quelqu'un genre dans une pièce, puis tu augmentes la température, puis plus la personne reste longtemps, plus elle gagne cher. Hein. Mais ça a été une vraie télé-réalité. En 2002, ça s'appelait The Chamber. Puis dans le fond, ça a été cancellé parce que justement, c'était rendu des chambres de torture. Ça va bien le monde! Mais c'est quand même intéressant de se dire qu'il s'est projeté en se demandant jusqu'où ça pourrait aller. Puis tu sais, en ce moment, ce livre-là est quoi? Là, il y a presque 50 ans. Là. Ouais. Puis comme après 20 ans, ces émissions-là existaient réellement. Là. Fait qu'il n'y a pas eu à attendre super longtemps pour voir ces idées se concrétiser. C'est un peu fou. Ouais. Puis tu te dis, il y a des personnes qui se sont dit, ben pourquoi pas l'essayer? Au pire, je vais sortir là avec quelques millions en plus, quoi. Ouais. OK. C'est ça. Puis sinon, la dernière chose que je dirais aussi par rapport à la course contre la montre, c'est que moi, quand je pense à ça, je pense à un compte à rebours. Ouais. Et en fait, chaque titre de chapitre est un compte à rebours. Donc, le chapitre 1, c'est compte à rebours 100. Ensuite, compte à rebours 99.
Compte à rebours 98. Ah, ça vient créer un sentiment d'urgence! Oui. Oui, j'aime ça! Et on aime toujours ça, les chapitres qui ont des thématiques comme ça. Oui, hein? C'était vraiment d'actualité. Oui, puis je trouve que le lien est du pur génie. Bravo! Donc, de ton côté? Ben c'est sûr que là, bon, évidemment, j'y suis allée un peu avec le même résumé, ou du moins le même précepte en tête, là. Fait que vraiment, cette urgence-là, ce compte à rebours-là, pareil. Fait que, bon, allons directement au vif du sujet. J'y suis allée avec quelque chose, par contre, qui est vraiment différent de ce que tu nous proposes. J'y suis allée avec un roman de Joël Dicker, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Qui est comme son plus populaire, je pense. Oui, totalement. Je te dirais que la raison pour laquelle j'y suis allée aussi comme ça, c'est qu'on a un compte à rebours également au niveau des chapitres. Fait que c'est comme vraiment drôle au niveau du lien, là. Où est-ce que le compte à rebours, en fait, se fait pas nécessairement en termes de temps, mais plus en termes, on va dire, de conseils entre Harry, qui est la personne, bon, je t'en ferai un petit résumé tantôt, qui vient donner, en fait, des conseils au personnage principal qu'on suit, qui est Marcus. Pour aller justement à l'événement, l'aboutissement en fait de cette affaire-là qui a été dévoilée ou du moins amenée sous forme de roman par Marcus. Fait que j'aimais cette espèce d'enchevêtrement-là, de chapitres où est-ce que tranquillement, pas vite, il y a un rythme évidemment qui s'installe sur les conseils donnés versus l'histoire qu'on nous raconte, où est-ce que des fois ça vient vraiment très très bien se rejoindre, des fois c'est totalement à l'opposé entre ce que tu as reçu comme conseil puis ce que tu as fait en fait, toi qui as donné ce conseil-là. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant comme espèce de course à la montre où est-ce que on est comme toujours amené à essayer d'aller de plus en plus loin en fait dans cette grande quête qui était l'affaire d'Harry Kébert. Puis j'avais aussi aimé dans cette espèce de course contre la montre-là, le livre nous propose souvent des allers-retours assez rapides entre les personnages et leur vécu, entre les alibis des personnages, entre la véritable histoire, donc qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Donc, cette espèce de toujours aller-retour qui se fait au fil de l'histoire, j'avais l'impression que ça donnait un certain souffle, un certain sentiment d'urgence de dire, mais là, crime, on termine un chapitre avec telle chose, tu m'amènes déjà ailleurs, mais je voulais tellement en savoir plus, moi, sur cet alibi-là qui fait aucun sens, mais non, tout à coup, on change complètement de point de vue et bien que souvent, on n'y retourne juste jamais, fait que ça crée cette espèce de... C'est bon, ça, tu sais, je me mets à courir, mais j'arrête, mais là, crime, ok, il faut vraiment que je recommence à courir. C'est un zigzag, là, oui. Que tu fais, là. Oui. Vraiment, fait que c'est super intéressant. Le livre peut sembler faire un peu peur parce que, bon, en forme poche, du moins, c'est une bonne brique, mais cette espèce, justement, de, comme tu dis, zigzag-là, arrêt, report et tout, ça donne un dynamisme, je trouve, à l'œuvre de Joël Dicker qui fait en sorte que c'est la raison pour laquelle, tant qu'à moi, il est aussi apprécié. Je n'ai jamais vu la série. Fait que j'ai aucune idée si... Pas, il y a une série? Oui, avec Patrick Dempsey qui joue le rôle de Marcus. Mais je crois qu'elle est quand même assez appréciée. En tout cas, dans les grandes lignes, j'en sais pas plus, mais voilà. Pour le résumé, mettons qu'on se donne un petit pitch de vente, parce que bon, ça me surprendrait pas du tout que vous l'ayez soit déjà lu ou encore que vous en ayez déjà entendu parler, mais on se projette en fait en 2008 à New York, où est-ce qu'on a un Marcus qui est un écrivain à grand succès. Donc, il a écrit un seul livre, qui a été un phénomène mondial. Et là, il a la pression de fournir un deuxième roman qui devra être en fait un aussi grand vendeur finalement. Et on se retrouve avec Marcus qui a le syndrome de la page blanche, ou du moins qui a peur d'avoir le syndrome de la page blanche. Et pour essayer en fait de se remettre à écrire puis de se lancer un peu dans le vide, il décide en fait d'aller retrouver un de ses premiers mentors quand il était dans son processus d'écriture, son bac en littérature et tout, qui est Harry Kébert. Et au moment où est-ce qu'il est en train d'écrire son livre, on se rend compte en fait que Harry a été accusé en fait d'avoir tué une jeune fille de 15 ans avec laquelle, en plus, il aurait eu une liaison amoureuse secrète. Et Marcus, en fait, son livre, on a l'impression que ce n'est pas Joël Dicker qui a écrit le livre, mais Marcus qui relate, en fait, toute l'histoire qui a amené au succès de la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Donc, on perd un peu
cette espèce de narrateur Dieu-là pour amener en fait le personnage de Marcus qui nous relate en fait cette histoire, mais sous la forme d'un écrivain qui dit ben pourquoi ce livre-là a été aussi populaire. Fait que c'est comme un peu... le livre dans un livre. Oui, exactement, qui est vraiment agréable. Puis, évidemment, ben, au fil de l'histoire, on se rend compte qu'il y a des secrets qui ne peuvent être dévoilés. Marcus reçoit des menaces pour XY chose. On se rend compte que Harry n'est pas aussi blanc comme neige que ce qu'on avait comme impression au début. Fait qu'il y a une espèce de qui dit vrai, qui dit faux. On a aussi quelques petits, on va dire... point de vue ici et là qui a été donné à le personnage, on va dire quasiment central de l'histoire, qui est la disparition de Nola. Nola, qui est la jeune fille de 15 ans, qui est pas non plus si rose que ça, et qui est aussi un peu manipulatrice à ses heures, donc victime, bourreau, on ne sait pas trop, vengeance... Bref, tout ça ensemble fait en sorte que ça donne vraiment un excellent roman qui s'apprête vraiment bien à la catégorie. Ah, mais là, on dirait que je comprends pourquoi c'est autant un succès. J'avais aucune idée du synopsis, mais... C'est vraiment bon. Même si je le connais pas, on le voit partout. Vraiment, puis comme je te dis, c'est cette espèce de retrait-là de l'auteur pour nous donner l'impression de faire parler l'auteur. C'est ça. Il y a quelque chose qui est comme un peu magnétique avec l'histoire. Je vous y encourage vraiment. Mais est-ce que ce livre-là se suffit à lui-même? Parce que je pense que c'est une série. C'est pas une série... Parce qu'il y a vraiment un début et une fin. Okay. Mais Marcus, le personnage, revient dans d'autres tomes, qui est entre autres l'affaire Alaska Sanders, oui, qui est tant qu'à moi un peu moins bon que la disparition d'Harry Québert, l'affaire d'Harry Québert, mais qui est tout autant satisfaisant. Donc c'est ça. Mais il y a vraiment un début et une fin. Donc tu pourrais n'avoir lu que ça et terminer ça comme ça. T'as pas besoin de lire les Baltimore avant. Tu sais, tout va bien, là. OK. Ah, ben là, je pense que ce serait ton genre. genre. Oui, moi je pense que oui. Là. Un rythme bien séquencé, pas nécessairement très rapide, mais qui donne cette envie-là d'être plus rapide. Ouais. C'est comme bien mené tout ça, là. Ah, j'aime ça, surtout que le rythme est important dans ce genre de lecture. J'ai l'impression que ça fait toute la différence. Vraiment, exact. Donc voilà. Est-ce que tu voulais qu'on se lance pour une troisième catégorie? Absolument. Est-ce que tu as un choix? Ben écoute, je pourrais y aller avec celui sur lequel, volontairement, j'ai décidé de faire des enfantillages. Celui sur lequel je me suis dit, honnêtement, je suis la personne de mauvaise foi ici, mais comme j'ai décidé de détruire cet adage, j'ai décidé de détruire cette catégorie parce qu'elle me fait royalement suer, pour ne pas dire autre chose. Je sais de laquelle tu parles maintenant. Vas-y. Donc... Là, on y va avec une expression, la gang, qui est, ma foi, la plus terrible. C'est ça, la plus terrible. Point. Insultante, quand même. Insultante, ouais, exactement, qui est laisser le temps faire son œuvre. Je déteste. Moi aussi. Je déteste que quelqu'un, alors que je suis en crise existentielle, me dise... Ben, tu vas voir, le temps fait les choses, laisse le temps aller. Oui. J'ai l'impression que la personne s'en fiche si elle me dit ça. Oui, exactement. Pour moi, c'est le synonyme d'une personne qui a les plus gros red flags. Oui. Si tu me dis ça, je me dis, tu n'as rien vécu. Tu ne peux pas me dire ça. Je veux dire, je me le suis fait dire avec la fertilité, je me le suis fait dire avec le décès de mon père, et à chaque fois, je me dis, non, mais tu fais maintenant partie de la liste noire. Si tu me dis ça au moment où est-ce que je suis au plus bas fond, là, non. Mais souvent, en plus, ça vient de personnes qui pensent que, justement, ils ont tellement d'expérience et ça vient de la sagesse. Oui, c'est exactement ça. Je suis complètement d'accord. Puis, je dis pas que l'adage est faux. C'est pas ça. Mais je trouve que donner, utiliser là, cette expression-là, je me dis, mais pour vrai, quel humain médiocre es-tu? Mais c'est vrai que ça devrait être utilisé, genre, en rétrospective, là. Genre 30 ans plus tard. T'es comme, le temps a fait son œuvre. Ouais. Mais sur le moment, on peut-tu se garder une petite gêne? Exactement. C'est ça, c'est que je trouve que c'est le genre d'expression que tu peux te dire face à toi-même. Oui. Genre dans le plus secret et le plus genre confort de ta douche ou de ton lit, que t'es là comme, finalement, comme le temps a bien fait les choses, mais jamais ça ne devrait être prononcé. Au plus grand, jamais. Mais, encore une fois, je peux pas dire que comme c'est faux, mais j'ai pas envie de l'avoir, ce commentaire-là. Non, c'est ça. C'est comme 10 perdus, 1 de retrouvé. Ouais, terrible.
Tu sais, rendu là, dis juste rien. Fais comme juste... C'est plate. C'est ça. Juste ça, déjà, c'est moins pire, on dirait. Même si c'est vide de sens. C'est ça, exactement. Donc, je suis allée avec le même genre de goût amer par rapport au livre. Ce qui veut dire, la gang, que ma mission avec cette catégorie n'est pas de vous influencer, mais de vous désinfluencer. Donc, oui. Pour vrai? Oui, Okay. j'y suis allée vraiment avec un... Honnêtement, là, si tu me dis ce livre-là, là, mais qui es-tu? Pour qui te prends-tu? Tu sais, c'est un peu ça. Donc, j'y suis allée avec... Puis pour vous donner un exemple, là, en fait, là, c'est que ce livre-là, moi, je l'ai mis 1 étoile. OK? Donc, à prendre, là, vraiment... Est-ce que là, vous êtes plusieurs dans le club de 1 étoile? Non. C'est ça l'affaire. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'y aller comme dans cette version-là. C'est que si tu vas sur Goodreads, c'est un livre qui a plus de 4 étoiles. Ah, les débats sont ouverts. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est comme un peu tranché au couteau. Dans la mesure où est-ce que si ça vient de toi, je pense que c'est une autrice ou du moins un type de livre qui pourrait te plaire, mais il faut que ça vienne de toi. Oui. Si ça t'est imposé, donné en cadeau ou peu importe la raison, les chances d'être déçu sont, ma foi, gigantesques. Parce qu'à la limite, tu te dis, cette personne me connaissait-elle vraiment? Je suis très curieuse. Bon, on s'entend que les gens qui donnent ce conseil-là en partant ne te connaissent pas vraiment. Non, mais c'est ça. Sinon, on dit quelque chose d'un peu plus personnalisé. Là. Oui, mais c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai vraiment l'impression que c'est genre, hey, je vais te dire cette expression-là parce que vraiment quelqu'un me l'a dit ou quelqu'un me l'a comme. Ouais. Je l'ai entendu à un moment donné, puis comme, non, mais tu sais, je vais te la dire parce que c'est tellement une preuve d'empathie. Mais non, on peut pas donner ça. C'est impossible. Fait que c'est la raison pour laquelle. Tu sais, grosse histoire pour te dire qu'est-ce qu'il y en a. Donc, je suis prête à me faire lancer des roches parce que je sais qu'en France, c'est une autrice qui a fait ses preuves. Je sais que c'est une autrice que plusieurs apprécient, mais honnêtement, moi, j'en ai lu qu'un roman d'elle et c'est terminé. Je ne veux plus rien savoir. Je suis fermée, bouchée, OK? Donc, c'est une autrice qui s'appelle Agnès Ledigue. Ah, ça me dit rien. OK, ben tant mieux, je t'en préserve, OK? Parfait. Fait comme, garde ça en tête. Moi, j'y suis allée avec un seul titre que je m'étais fait offrir en cadeau, qui est Pars avec lui. En fait, je veux dire, tout le monde dit que si tu veux te lancer dans ce qu'est cette autrice, ben tu y vas avec justement un de ses livres les plus populaires, qui est Pars avec lui. Et moi, j'ai envie de dire mensonge. Mensonge. Quel faux départ. Exactement. Je t'en fais le résumé, puis par la suite, on en discute, là. Oui. Déjà en partant, on est à une ère contemporaine. Roméo-Juliette. Oh! Ouais. OK. Roméo-pompier. OK? Ça fait rire. Continue. Juliette, infirmière en réhabilitation. Ah, oui. Déjà en partant. Donc, c'est comme... C'est penser Roméo-Juliette, c'est penser Shakespeare. Mais c'est aussi te dire, ma fille, c'est rien de ça. Rien de ça. C'est juste 2 noms de personnages. Où est-ce qu'on s'est dit, 2 âmes brisées, qu'on espère qu'ils vont pouvoir se retrouver en plein milieu. Mm-hmm. C'est tout. Tout le reste n'est en rien associé à l'œuvre de Shakespeare. En rien. Mais en fait, l'histoire... Est-ce que j'ai mal compris? Les prénoms des personnages? Oui. C'est rock. Oui. Ok, je pensais que tu faisais une analogie. Non. En voulant dire que c'était romantique et poétique, là, et tragique. Non, je me suis mal exprimée. Roméo est pompier. Juliette est infirmière en réhabilitation. Okay. Ils sont les 2 personnages principaux de l'histoire. Pars avec lui. Okay. Voilà. Ah oui, ok, parfait. On part sur de bonnes bases. Là. C'est ça. Fait que c'est pour ça que je te dis, tu penses faire un lien avec l'œuvre de Shakespeare, mais il n'en est rien. C'est tout. En fait, pour faire une histoire courte, on a Juliette qui est infirmière. Juliette, qui vient à la rencontre de Roméo. Les 2 viennent à s'amouracher rapidement, font une partie de leur vie ensemble. Et on se rend compte, en fait, que cette histoire relate une histoire pure et dure de violence conjugale. Dans laquelle Roméo est à ce point brisé et Juliette qui a cet esprit de rédemption où est-ce que elle est la personne qui va pouvoir le changer. Oh, et tout le livre s'articule autour de cet espoir-là, en fait, de Juliette à recoller les morceaux brisés de son homme. Tout ça sur un fond de Juliette veut tellement tomber enceinte qu'elle est prête à tout. C'est-à-dire ignorer tous les signaux qui pourraient lui apparaître de manière si obvious, donc de manière si grotesque, et qu'elle décide d'ignorer
parce qu'elle veut tomber enceinte. Et c'est là où est-ce que, pour moi, c'est un livre médiocre. C'est qu'on aborde des sujets, pour moi, mettons, très sensibles, qui peuvent être la fertilité, qui peuvent être la mort, qui peuvent être la violence conjugale. Je dis pas la gang que j'ai vécu tout ça, là, c'est pas ça du tout, mais je trouve que c'est des sujets sur lesquels, si on décide de baser notre roman, ben de un, on doit être ferré. Je pense qu'il faut avoir les connaissances, ou du moins de l'expérience pour en parler avec délicatesse. Et l'autrice, tant qu'à moi, s'est dit, ben, c'est des sujets sur lesquels il y a tellement de choses à dire, ben, moi, je vais construire une histoire là-dessus, puis tant pis si les gens ont des limites que je viens comme traverser sans problème, parce que moi, je trouve que ça fait juste un bon, on va dire un bon outil, ou du moins un assez bon accessoire pour aller servir mon récit qui est totalement vide. Donc, c'est la raison pour laquelle je veux vous désinfluencer de cette expression. N'allez jamais lire cette œuvre. Au fur et à mesure de l'histoire, bien évidemment, Juliette se met amie avec une personne âgée en réhabilitation qui vient à comprendre la vie et qui est un peu le synonyme de Dieu. Donc, elle a le pouvoir de sagesse de dire ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ma fille. Et Juliette, malgré tout, malgré le fait qu'on a une charmante petite et coquette personne âgée, elle se dit ben de la merde, moi je fonce quand même dans le tas. On n'a aucune préoccupation sur le développement de ce personnage-là au niveau de sa psychologie. C'est vide, c'est malmené et on a à travers ça un homme mystère qui est un peu le collègue de travail de Juliette, qui est l'opposé, là, donc qui est le green flag ambulant et auquel Juliette fait un pied de nez en se disant « m'en fous, moi je continue avec mon Roméo ». C'est vraiment ça. Honnêtement, là, donc, des influences terminées ici. Je redeviens douceur, mais sachez, ne lisez pas ce livre. C'est terminé. Voilà. Mais c'est fou, on dirait qu'elle a saupoudré ces sujets super importants au final, puis qu'il faut aborder avec sensibilité, puis elle est juste comme, voici mon histoire, vraiment stéréotypée, et basique, vraiment, et toxique, et je vais venir mettre des petits ingrédients par-dessus, vraiment, parce que ça sert mon histoire. Vraiment, puis tu sais, ça peut être aussi bête que Roméo a une fille déjà adolescente qui est vraiment aux prises avec, on va dire, des envies noires, des idées noires, qui est aux prises quasiment un peu avec un côté dépressif, borderline à certains moments. Et c'est dit, là, comme si je te disais que ma soupe au poulet était vraiment bonne à matin. Okay. C'est une information, là, comme une autre sur le personnage. Oui, exactement. Puis on n'a aucun souci sur, ben, de quelle manière qu'on peut répondre à cette espèce de personnage-là qui est vraiment de seconde zone, mais sur lequel tout ça a comme on va dire, un impact sur les agissements de Roméo. Mais c'est vide. Il y a vraiment un manque de lien flagrant entre tout ça. Puis je pouvais pas me dire que cette expression-là, qui est laisser le temps faire les choses, pour moi, c'est un manque de lien flagrant entre la réalité puis une perception. J'étais là, ben honnêtement, je fais mon bébé gâté puis je dis que ça fait pas de sens. Fait que, mais j'aime voilà. Ça. Mais ça, c'est le typique là, liste d'épicerie, là. Oui. Comme elle a voulu mettre la violence conjugale. Check. Oui. Ensuite, elle a mentionné que la fille de Roméo avait un état un peu plus sombre. Check. Ouais, exactement. C'est juste dit, elle est comme, bon, ma job est faite, je l'ai dit. Vraiment, puis tu sais, ce qui est d'autant plus étrange, c'est que tu lis les commentaires sur Goodreads, parce qu'on se rappelle que c'est un livre qui a été noté plus de 4 étoiles, là. Il est genre 4.12, de quoi de même, là. Quand même, là. Puis les gens, ce qu'ils disent, c'est que ils trouvent ça rafraîchissant, là, je mets ici des grandes guillemets, sur le fait qu'on ait exploité autant de thèmes. Puis je suis comme, mais me semble que c'est comme déjà le drapeau rouge se lève si tu me dis ça, ou est-ce que tu me dis que tu es satisfait d'avoir eu autant de thèmes abordés sur un roman d'à peu près 295 pages. J'ai de la misère à me dire que les deux sont cohérents ensemble. En tout cas. Je peux comprendre comme l'expérience lecture qui peut être agréable quand on fait pas juste tourner autour du pot d'une même affaire, mais en même temps, si on n'exploite pas bien les sujets, ça sert à rien de l'insérer. Non, effectivement. Je te dis, je ne comprends pas le 4 étoiles de ce roman-là. Je ne le comprends pas. Et c'est à un point où est-ce que je me dis, moi, Agnès Ledig, si tu m'écoutes, ne m'envoie pas de livre. Je t'achèterai pas. Je te lirai plus. C'est terminé. En fait, t'es en train de faire une propagande anti ces livres. Ben, anti ce livre, peut-être pas. Mais ce livre-là. Pas ces livres, mais... Est-ce que je suis à ce point bitch? Peut-être. Non, mais là, quand c'est problématique...
Mais en même temps, je me dis peut-être que vous allez l'aimer. Peut-être que si ça venait vraiment de vous, là, que c'est vraiment le genre de lecture que vous vouliez avoir, vous me diriez comme « Hey, mais Maudriane, vraiment, là, c'est un coup de cœur. » Puis je serais là « Ah, mais... Ouais, peut-être que non. J'en fais la propagande de manière négative. Je me porte porte-parole. Mais est-ce que c'est un livre qui est récent? Pas tant. Pas tant, hein? Parce que j'ai l'impression que maintenant, en tout cas du moins, j'ai l'impression que les lecteurs et lectrices sont un peu plus sensibles à comment ce genre de sujets-là sont traités. Tu sais, quand le livre de Colleen Hoover est sorti, là, J'aimais plus, là. Ouais. Bon, ben là, c'était genre la grande sensation et tout, puis comme... Ça fait quoi, 1 an, 2 ans, là, qu'il y a beaucoup de gens qui recommencent à comme sortir un peu ce livre-là, puis sont comme ça n'a aucun bon sens de romantiser la violence conjugale, de la commercialiser en faisant un livre de coloriage. Tu sais, c'est comme quelque chose. Mais c'est un peu cette dynamique-là, moi, je trouve aussi. Tu sais, c'est de dire, je comprends une personne qui veut avoir un enfant, je comprends. Mais de fermer ses œillères à ce point. Puis, tu sais, d'avoir accès à un personnage aussi exécrable que Juliette, qui est consciente. Et là, en fait, là, je comprends que c'est très pernicieux, là, tout ce qui concerne la violence conjugale. Je ne veux en rien diminuer les sentiments de ce que peuvent revivre ou vivre ces femmes-là. C'est vraiment pas ça que je remets en question. Mais c'est plus que la raison pour laquelle tu décides de rester dans une relation aussi toxique, c'est le fait que tu veux avoir un enfant de cet homme-là en pensant qu'il va changer. Je trouve ça très complexe de me dire que c'est justifié et justifiable en si peu de mots. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais aparté, 2014. Ok, ouais. Fait que ça pourrait faire du sens, mais tu sais, quand même là. 4.6 quand même. Quand même. Ouais. 4.06, pas 4.06. Une étoile. Une étoile. Bien voilà. Noté. C'est ça. Fait que non, n'allez pas vers ce livre, la gang. Vous serez déçus et outrés. J'aime ça, tu y étais à l'inverse. Ouais, gars, je te dis, là, j'écrivais hier avec rage. Puis j'étais là, toi. On va régler le compte de cette expression-là. Vas-y, amène-nous un peu de douceur. Ben, douceur, je te dirais que oui puis non, parce que mon livre aborde aussi des sujets très lourds. C'est pour ça que je vais peut-être débuter en fait avec un petit trigger warning. Là. Si vous êtes en fait sensible à des lectures qui entourent des grossesses qui n'ont pas été menées à terme ou le deuil en général, je vous conseillerais en fait de passer votre chemin parce que parce qu'on va quand même assez profond, je dirais, dans le côté vécu, dans le sens qu'on va pas nécessairement parler de comment ça se passe au quotidien, mais on est peut-être plus même du côté de l'essai à certains moments où est-ce qu'on plonge dans des réflexions, puis dans des comportements humains, puis on va venir un peu genre les questionner. Ouais, je comprends. Alors, le livre, c'est Après Céleste, aux éditions de ta mère, de l'autrice Maude Nepveu-Villeneuve, que honnêtement, je l'ai lu la semaine dernière. C'est vraiment frais dans ma tête. C'est un livre aussi de moins de 200 pages. Ça se lit d'un trait si vous en avez envie. Et ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, par contre, c'est que c'est comme une espèce de petit baume sur les tragédies de la vie. Dans le sens, les tragédies que les gens vont vivre dans le silence, par peur de mettre les autres mal à l'aise. C'est comme quelque chose, en fait, que tout le monde va avoir à vivre un jour ou l'autre, une perte. Mais on dirait que l'humain, tant que ça ne le concerne pas, ça lui glisse sur le dos, on dirait, parce que ce n'est pas sa douleur, ce n'est pas son malheur. Et ça, c'est une, en fait, des thématiques que le livre va venir aborder aussi. L'autre thématique que j'ai vraiment trouvée intéressante, c'est le concept du souvenir. Donc, face à une perte ou à un vide, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont avoir tendance, en fait, à chérir ces souvenirs-là, puis, en fait, à venir s'accrocher et à ne pas vouloir oublier, tandis que d'autres vont vouloir rapidement passer à autre chose. Puis, ce qui est questionné, en fait, c'est les souvenirs, est-ce que ça nous empêche d'avancer ou ça nous aide à continuer? Mais sinon, l'histoire, c'est super simple, en fait. On se retrouve dans un petit village et c'est 3 voisines qui vont avoir un petit moment où est-ce que leurs destinées vont se croiser. Donc, on a 3 générations. Il y a la petite fille en face, donc une enfant.
On a le personnage principal qui est une jeune femme adulte et il y a la voisine qui est une dame un peu plus âgée. Okay. Et les 3 femmes vont se retrouver en fait autour d'une table pendant quelques jours où est-ce que, bon, elles vont passer du temps ensemble, vont jouer aux cartes. En fait, elles vont s'aider un peu dans leur guérison parce que les 3 ont vécu quelque chose, une perte, que ce soit un partenaire, un parent, une grossesse justement. Et c'est là où est-ce qu'on comprend que les gens qui ont vécu un deuil se reconnaissent un peu entre eux et vont venir comme à vraiment avoir une compréhension de ce que l'autre vit, tandis qu'il y a quelqu'un qui est imperméable à ça va pas nécessairement vouloir entendre ces histoires-là, même si, crime, on va tous passer par là un jour. Ça résonne pas de la même manière. Ouais, ça résonne pas de la même manière. Puis, je vous dirais aussi que c'est le genre de livre que faites-lui confiance. Comme il vous guide quelque part. Puis, moi, personnellement, sans vous en dire plus, les scènes finales, je me disais, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je comprenais pas trop la symbolique au final de comment on venait boucler la boucle, mais laissez-vous porter. Puis, quand la dernière pièce du puzzle est mise dans le casse-tête, tu te dis « Wow, ok, je comprends. Okay. On vient là de finir un voyage, on vient de boucler quelque chose. » Puis c'était juste tellement beau. J'ai l'impression que c'est un court livre. On est toujours au même endroit, mais on vient questionner des choses qu'on vient pas questionner habituellement. Puis comme on commence quelque part, puis on sent qu'on a voyagé, même si on n'a pas nécessairement bougé. Je trouve que c'est confrontant comme livre. Oui, c'est confrontant, ouais. Mais c'est pour ça, c'est la première fois que je mets un trigger warning au début d'un livre parce que je pense que ça peut peut-être aider quelqu'un, mais ça peut aussi vraiment confronter. Là. Ça dépend vraiment de l'ouverture de la personne face au sujet, à quel point la personne est prête aussi. Ça vient mettre des mots des fois que tu n'as peut-être pas envie d'entendre ou de... C'est ça, ouais. De t'approprier ou c'est ça, de comprendre à l'heure actuelle, là, mais intéressant. J'aurais peut-être dû te le dire avant qu'on commence l'épisode que je voulais parler de ça. En fait, j'avais l'intention, mais j'ai complètement oublié. Ça va? Ok, c'est bon. Non, ça va, mais c'est ça. Je pense que comme... Lis-le pas. Non, c'est ça. En fait, je vous le recommande, mais je vous laisse choisir si c'est un livre qui vous convient ou qui vous ferait du bien ou qui est à éviter. Sage. C'est à chacun. Oui. Sage. Ah, quel bon ami. Ok, donc, dernière catégorie. Est-ce que tu voulais te lancer en premier ou tu me laisses y aller? Dernière catégorie. Qu'est-ce que c'était déjà? On dirait que j'ai un petit blanc de mémoire. Ah, ben je peux y aller. Ben, parce que, honnêtement, c'est ma catégorie préférée. Ah, ok! Surprise! Joueuse! Ben, ok, peut-être qu'on l'a pas vu de la même manière. Ok, vas-y donc. En fait, la dernière, c'est déjouer le temps. Donc, modifier, altérer, tromper. Le temps est un terrain de jeu. Et là, moi, je l'ai vu de la manière voyage dans le temps. Ah, c'est bon! Mais oui! Hey, ça m'a même pas effleuré l'esprit. Non! Ah. Non, je suis allée complètement ailleurs. Ah, mon Dieu, bon, ben super d'abord. Hey, on se complète. Oui, ben, on se complète, mais on est vraiment pas sur la même track d'habitude. On est plus similaires. Ouais. Ah, ok. Mais là, je me disais, quand on modifie le temps, c'est quoi les possibilités? Puis là, honnêtement, comme les portes se sont ouvertes devant moi, il y avait justement, est-ce que on parle de boucle temporelle? Est-ce qu'on parle de voyage dans le temps? Et ça, honnêtement, c'est comme 2 de mes thématiques dans les livres de fiction que j'adore. Ouais. Mais j'ai aussi pensé à une autre thématique que j'adore aussi, qui est le what if. Ouais. Le ici. Ouais. Et là, ça allait parfaitement avec déjouer le temps. Parce que oui, on a notre trajectoire, mais ici, on déjouait. Ici, on trouvait une autre trajectoire. Donc, j'y étais comme ça, mais honnêtement, on pourrait faire un épisode au complet sur le voyage dans le temps et ça me ferait vraiment plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est quand même assez le fun comme genre de livre, là. Oui. Il y a quelque chose d'agréable. Et bon, pour cette recommandation-là, c'est un livre que j'ai lu cet été et j'étais vraiment contente parce que c'est ce que je pensais lire quand j'ai lu La bibliothèque de minuit. Ah, ça l'a comme réconcilié un peu mon sentiment un peu bof quand j'ai fini La bibliothèque de minuit, où est-ce que je m'attendais à quelque chose, puis c'est pas ça que j'ai lu. Mais là, quand j'ai lu le livre dont je vais te parler, je suis comme, oui, c'est ça que je cherchais, c'est ça que je voulais lire. OK. Et c'est Dark Matter de Blake Crouch. Ah, c'est vrai? Tu l'as lu, toi? Oui. Oui, ben oui, OK. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu avais Non, mais c'est parce que je sais qu'on en avait parlé, mettons, là, je remonte, genre, l'hiver passé, comme de quoi, que c'est vraiment un titre qui nous inspirait confiance, blablabla, mais comme...
Je sais que tu l'avais lu cet été, je sais, mais comme on n'en a pas vraiment reparlé. Non, j'ai vraiment passé ça sous Puis silence, c'est bien ça, honnêtement. mais là, ouais. c'est vraiment correct. Mais là, on dirait que je suis comme contente que tu prennes le temps d'en revenir dessus parce qu'on dirait que les espoirs sont quand même grands sur ce livre-là. Fait que, parfait. Honnêtement, les attentes sont complètement comblées, là. Ah, j'aime ça. Moi, ce que je me suis dit aussi, c'est que le temps, c'est un terrain de jeu. Mais tu peux gagner, mais tu peux perdre aussi. Ouais. Il faut bien jouer ses cartes. Et bon, si je vous fais un petit résumé du synopsis, donc on suit le personnage de Jason. Et en fait, il est dans une soirée bien normale. Il vient de rentrer de travailler. C'est un professeur de sciences à l'université. Et bon, sa femme l'attend pour souper. Son fils est là aussi. Puis, il commence à se demander... Ah, mais si mon fils était jamais né, si on avait décidé de ne pas avoir d'enfant, est-ce que je serais vraiment professeur à l'université? Parce que moi, j'avais des grandes ambitions en sciences. Qu'est-ce qui se serait passé? Puis, ma femme, en ce moment, elle a l'air un peu plus malheureuse. Elle a toujours voulu avoir une carrière en or, mais finalement, ça a comme été avorté parce qu'on a eu un enfant. Est-ce que notre couple serait différent? Est-ce qu'on serait encore ensemble? Puis là, ils se mettent un peu à ressasser toutes ces idées-là de toutes les vies parallèles qui pourraient exister au final s'ils avaient fait des choix différents. OK. Et là, c'est vraiment soudain, mais il sort à l'épicerie pour aller acheter quelque chose pour le souper et il se fait agresser, assommer. OK. Et quand il se réveille, sa femme n'est plus sa femme, l'enfant qu'il avait n'est jamais né, et il a un meilleur ami qu'il ne connaît pas du tout. Hey, ok, ah, j'aime ça. Ah oui, ça en dit spécial. Comme juste assez pour dire, oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Puis là, il comprend pas parce qu'au final, la seule chose qu'il se rappelle, c'est justement ses souhaits ou juste des pensées, en fait, de vie alternative. Mais au final, jamais de son propre chef, il aurait décidé de changer de vie parce qu'il était quand même très heureux dans ce qu'il avait bâti. Mais là, ce que je trouve super intéressant avec ce livre-là, c'est que c'est fascinant, mais c'est épeurant, OK? Oh mon Dieu, ça va me créer une autre angoisse. Le livre s'appelle Dark Matter, mais Dark Matter, c'est un terme scientifique qui existe réellement. C'est de la matière sombre, non, de la matière noire, je pense. Ouais, matière noire. Tu sais c'est quoi la matière noire? Le nom. OK, c'est mais tout. OK. Dans le fond, l'univers est créé à partir de matière noire. C'est quelque chose qui est partout, mais les scientifiques sont pas capables de dire c'est quoi. Ah, mais ça m'effraie déjà. Ah oui! oui. Et c'est quelque chose, en fait, qu'ils sont pas capables de répertorier parce que c'est invisible. Il n'y a pas de substance. Ils sont pas capables, en fait, de venir prendre un échantillon puis l'analyser. C'est juste que ça existe parce que ça a une masse. C'est présent, là, comme. Mais c'est invisible parce que la lumière ne se reflète pas, ça l'absorbe pas. Je suis en train d'être terrifiée. C'est terrifiant! Je suis très sérieuse, je suis terrifiée. Mais ils savent en fait que ça existe parce que ça a une masse et ça a aussi une conséquence sur la gravité. OK. Puis la lumière en fait qui voyage, c'est que la lumière va comme venir courber quand elle rencontre la matière noire parce qu'elle a une masse, elle a une présence. C'est ça, elle est là. Elle est là. Et là, j'ai comme une autre question, mais ça l'explique dans le livre ou c'est toi qui as fait des recherches? Les deux. Ben en fait, ça explique dans le livre, ça explique vraiment très bien. Honnêtement, là, c'est un livre de science-fiction, mais comme très, très, très accessible. Ah non, mais honnêtement, il vient de monter tellement dans ma pile à lire. T'aimerais ça, c'est vraiment bon. J'ai juste envie de me dire, comme Cindy, laisse-moi, là, je veux juste aller lire, là, pour qu'on en parle de tout ça. Là. Oui. OK, mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Ben non, c'est bien correct. Fait que c'est ça. Fait que là, il y a le concept de matière noire, en fait. Et c'est que cette matière noire-là vient nous dire que si elle est dans l'univers, puis on sait pas c'est quoi, c'est parce que l'univers est rempli de mystères qu'on ne connaît pas. Ouais. Et c'est là où est-ce que ça ouvre la porte à la théorie des mondes multiples. Ouais. Parce que vu qu'ils sont pas capables d'expliquer, ils sont pas capables de certifier que ça n'existe pas. OK, quand même complexe. Quand même complexe, mais accès. là, honnêtement, moi, je vous l'explique avec les mots que j'ai, là, mais c'est comme bien imbriqué dans l'histoire, c'est bien expliqué. OK.
Puis ce que je trouve super intéressant aussi, c'est que là, on a accès en fait à des versions du quotidien de Jason qui sont des versions dystopiques. On a aussi accès à des mondes qui sont utopiques, puis on a accès aussi à des mondes qui ressemblent vraiment à celui dans lequel il est déjà, mais avec des variantes qui sont super importantes aussi. Mais l'important, c'est est-ce qu'il va retrouver le chemin vers la maison? Est-ce qu'il va avoir envie de choisir une autre vie, repartir de zéro, créer quelque chose à son image, avec ses regrets, avec ses choix? C'est comme profondément humain dans la mesure où est-ce que, tu sais, s'il y a bien quelque chose qu'une personne ne veut pas, c'est vivre avec des regrets. Fait qu'à quel point que tu serais capable de, là je mets des grosses guillemets, de te dénaturer pour te dire que tu vas essayer de prendre d'autres chemins juste pour éviter de vivre ces regrets-là, mais est-ce que ça va en amener d'autres? Ouh, j'aime ça, oui! Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que oui, c'est un livre de science-fiction, super accessible comme je vous disais, mais honnêtement, là, il y a un sous-genre qui est le thriller là-dedans. Ah, j'aime. Oh, on est pressé, il y a une menace, il y a quelque chose, il y a un danger, puis comme on est toujours sur le bord de notre chaise. On dirait que comme je m'imagine l'auteur avoir fait une dédicace qui est écrite comme « À ma future lectrice Audrey-Anne Girard ». On dirait que je vois ça, là, qui m'apparaît, là. Ça me semble être vraiment mon genre. Il va se glisser dans ta pile à lire. Ah non, mais il vient de monter de comme top 10, là. Ça me tente mais vraiment. Est-ce que tu l'as? Oui, oui, oui. Ah, tu l'as? OK. Oui, okay. Ça fait un bon moment, là, mais oui, non, oui. mais honnêtement, elle vaut vraiment la peine. Puis là, honnêtement, si je vous ai fait peur avec le côté scientifique, là, n'ayez pas peur du tout, là. Je vous l'ai expliqué avec les mots que j'avais, mais les siens sont vraiment mieux que les miens. OK, mais non, mais tu m'as convaincue, fait que c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont l'être, là. Ah non, c'est vraiment super bon. Oui. Honnêtement, j'attends qu'on puisse en reparler. C'est clairement comme un must dans mes prochaines lectures. De mon côté, ben là, écoute, j'y suis allée, moi, là tellement différemment. J'ai pas pensé, moi, là, à jouer avec le temps, là, bien au contraire. J'y suis allée avec quelque chose de, comme, profondément réel. Où est-ce que je me suis dit, comme, déjouer le temps, ça me fait penser, en fait, je t'explique ma ligne de pensée, là, ça me fait penser au passé versus l'avenir versus le présent, ça oui. Mais ça m'a surtout, on va dire, donné envie d'aborder cette espèce d'idée-là où est-ce qu'on peut soi-même se tricher? Est-ce qu'on peut se mentir? Est-ce qu'on peut comme tricher sur son passé pour espérer un avenir meilleur? Bon. Est-ce qu'on peut fuir, on va dire, toute sa vie un certain événement en espérant éviter un événement qui pourrait arriver dans le futur? On dirait que dans ma tête, j'essayais de jouer avec ce timeline-là où est-ce qu'on est capable nous-mêmes de prendre des choix pour éviter quelque chose dans l'avenir qu'on pense être comme, on va dire, obligatoire, mettons. Ce qui m'amène en fait à te parler du livre, c'est une fiction qui s'appelle Le dernier jour du printemps de Nancy Tucker, publié chez les éditions 10-18. J'ai tellement voulu le lire. C'est un narrateur enfant, hein? C'est ça qui est le fun, c'est que on a les deux. OK. Donc, pour te donner une idée, c'est que premier chapitre, première phrase, c'est la suivante. Aujourd'hui, j'ai tué un petit garçon. Et à partir de cet événement-là, on a en fait une construction de récit qui s'articule sur le fait que on sait très bien que ce n'est pas permis, que ce n'est pas quelque chose de louable. Là, on s'entend, là, c'est un crime finalement. Et on a une petite fille de 10 ans qui essaie de tout faire pour que cet événement-là n'ait pas de répercussions sur son avenir. Puis c'est là où est-ce que c'est intéressant parce que tout est dans les zones grises. Dans le sens qu'on le sait que moralement ce n'est pas acceptable, mais on a accès à un point de vue d'une petite fille de 12 ans, 13 ans, mettons, au fil de l'histoire, où est-ce que clairement il y a des signes sur lesquels elle n'a aucun contrôle qui l'ont menée quand même à ce même chemin-là. Puis on le sait très bien que, mettons, l'environnement dans lequel elle se trouve peut aussi avoir des répercussions sur son avenir. Et cette espèce de manque de clarté-là entre le bien et le mal, entre c'était prévisible, non prévisible, ben, nous amène en fait le cœur du récit où est-ce qu'on suit Chrissy, qui a changé de nom. Donc Chrissy n'est plus Chrissy, elle s'appelle maintenant Julia. Et Julia, à l'âge adulte, se ramasse un peu avec les démêlés avec la justice où est-ce qu'elle a peur à son tour de perdre sa petite fille. Et elle y voit un peu un long fil d'Ariane où est-ce qu'elle se dit, est-ce que perdre ma petite fille,
c'est le fait d'avoir perdu comme le petit garçon des années plus tôt? Et si oui, de quelle manière j'aurais pu comme éviter cet événement-là? Puis est-ce qu'aujourd'hui, je serais encore capable d'éviter cet événement-là? Et Julia décide de se mentir, de se raconter une autre histoire qui est peut-être vraiment sa vie, peut-être pas du tout sa vie, qui aurait amené à justifier certains choix ou certaines actions. Et on a Chrissy, qui est le même personnage qu'on revoit 20 ans plus tôt, donc à l'âge de 10-13 ans, qui est vraiment dans sa réalité, qui est vraiment dans sa grosse misère, qui est dans un père, en fait, qui est parti, dans une mère dépressive, alcoolique, bref, qui est vraiment pas apte, finalement, à s'occuper d'elle, et tout ce qui vient autour de son bidonville, finalement, et qui vient à essayer juste de survivre. Fait que, tu sais, on a vraiment comme le même personnage, mais qui est à des années-lumière de distance, où est-ce qu'il y en a une qui tente juste de survivre dans cette espèce de chaos-là, puis on a l'autre qui a vécu le chaos, mais qui est pas certaine de l'avoir vraiment vécu de la bonne manière, ou du moins qui est plus trop au courant sur, est-ce que j'ai vraiment essayé de me protéger? Est-ce que j'ai vraiment tué cet enfant-là? Est-ce que c'était vraiment pour me protéger comme je pense que c'est le cas depuis tant d'années? Ça joue avec des zones d'ombre, puis c'est vraiment intéressant parce que autour de ça, on a un contexte familial, puis on a un contexte en fait on va dire de société qui la suit au fur et à mesure de l'histoire. Donc, elle n'est quand même pas plus outillée, elle n'est quand même pas plus, on va dire, capable de prendre soin d'elle ou de prendre soin des siens, mais on voit quand même un certain désir de ce personnage-là, comme d'aller de l'avant. Il y a quelque chose, comme je te dis, dans le déjouer le temps qui est assez, on va dire, très abstrait, mais on dirait que je peux pas m'empêcher d'y voir comme un certain sens entre le fait de vouloir jouer un peu avec sa vie, comme Chrissy le fait finalement depuis qu'elle est toute petite, pour essayer de rendre certaines choses un peu moins atroces qu'elles le sont en réalité. Fait que voilà, c'est vraiment une super de belle lecture. Moi, j'ai adoré. Sur Goodreads, mettons, ou en tout cas de manière générale, je lui ai donné un 4.4. La seule raison, en fait, pour laquelle j'ai pas donné un 5, c'est que je trouve que, mettons, la fin de l'histoire vient avec des réponses que j'aurais aimé ne pas avoir. Fait que je trouve que... Il n'y a pas assez d'interprétation au niveau du lecteur. En fait, c'est que je trouve qu'elle aurait eu la richesse, tu sais, avec tout ce qu'elle nous a donné comme histoire, de se dire, hey, tu sais quoi, décide qu'est-ce qui est vrai, pas vrai. Je trouve que ça aurait été une finale encore plus aboutie puis encore plus intéressante que la finale qu'elle nous a donnée, qui est vraiment correcte, la gang. Pour vrai, là, vraiment, vraiment correcte. Mais je trouve que c'est rare d'avoir comme une espèce de personnage qui vit un peu une double identité, mais créé pas par la vie, mais juste qu'elle sait créer elle-même volontairement une double vie pour ne pas affronter des choses du passé, puis essayer d'être toujours comme une meilleure personne. Mais au final, c'est genre, la vie te rattrape, là, fait comme... C'est ça, il y a quelque chose que j'aurais aimé avoir un peu moins, c'est ça, de tangible puis d'explicite, mais au final, là, c'est vraiment, vraiment une bonne lecture. La plume de l'autrice, c'est vraiment génial, c'est vraiment un peu à la maison 10-18, là, fait qu'on a un texte qui est très punché, les chapitres se lisent vraiment bien, c'est très clair quand on est dans le point de vue de Chrissy, tandis qu'on est dans le point de vue de Julia, tout se complète très, très bien. C'est assez sombre comme récit, mais en même temps, pas tant que ça. Il y a comme quelque chose qui est assez, on va dire, enfantin dans la manière qu'on va nous dévoiler certaines parties de l'histoire. C'est vraiment un bon choix de lecture. Ah, mais tu me confirmes que ça va être dans mes prochains achats, peut-être le Salon du Livre, qui sait? Who knows? On va être dans le passé plutôt, là, quand que cet épisode-là va sortir, là, mais... Ouais, ça, j'aurais vraiment le goût. Mais ça, c'est vraiment bien. Tu me dis que c'est comme tout se joue un peu dans les perceptions, dans les non-dits, là. J'aime ça quand on nous fait confiance. Oui, puis tu sais, je veux dire, l'environnement est vraiment tellement pathétique, tellement sombre, tellement tout que t'es là, mais ma pauvre, est-ce que j'aurais été capable de faire mieux? Certainement pas, mais en même temps, c'est douteux, là, tout ce qui se passe. Fait comme, si tu vraiment ça, ta justification, ou... C'était ton dernier recours, vraiment, là. c'est ça. Fait comme, il y a tout ça, là, moi, que j'aime bien jouer avec cette zone grise-là. Là. Oui. Ah, j'adore. Donc, voilà. On a vraiment été à des opposés pour celui-là. Oui, c'est comme surprenant. On dirait que je trouve ça riche. On est allé aussi avec... c'est peut-être la saison qui nous amène ça, là, mais je trouve qu'on n'a rien de léger. On a vraiment des thèmes très forts pour cet épisode. Des lectures sombres pour un mois sombre. Ah oui, la mort et la dépression du mois de novembre. Je dis ça en blaguant, là, on s'entend, là. Donc, je vois l'heure. Est-ce qu'il y a un petit segment « Qu'est-ce que tu lis » ? On peut le faire rapidement, peut-être? Oui, ben vas-y donc.
Ok, j'ai le goût de te parler de ma lecture numérique parce que t'avais raison, là, depuis que je me suis racheté une liseuse, je suis un peu retombée dans mes anciens vices. Je suis un devant. Ah, mais en même temps, c'était quand même assez prédictible, mais bon. Oui. Alors, je lis Mindfuck Series. Est-ce que tu sais c'est quoi? Je vais dire oui parce que comme je l'ai vu passer, mais comme pas tant que ça non plus. Là. Tu pourrais vraiment me rafraîchir la mémoire. Là. Mais tu l'as vu passer genre le longtemps, j'imagine. Oui, c'est ça. Là, un petit moment. Là, il y a eu quand même son petit buzz sur les réseaux et autres Kindle de ce monde. Mais oui. Mm-hmm. Mais ça, c'est fou. C'est comme un mystère dans le sens que c'est une histoire en fait qui date de là 10 ans. Là. Ça a sorti en 2016. Ah ouais, c'est aussi vieux que ça par exemple? Oui. Ah, tu vois 2016. Ça? Je m'en doutais pas. Okay. Puis, on dirait que c'est comme quelque chose dans une bulle temporelle. OK. Dans le sens que l'autrice est arrivée, on sait pas c'est qui. OK. Elle a pitché ça dans le monde, puis elle a disparu. Genre, elle a plus jamais rien écrit d'autre. Là. Elle a écrit ça, elle a lancé ça de même, puis c'est tout. Ah, ça, c'est mystérieux. Quand même. Mm-hmm. Je trouve ça vraiment... En fait, j'aurais vraiment aimé ça le lire quand c'est sorti, parce que c'est une série de 5 tomes, mais honnêtement, c'est pas 5 tomes, là, c'est comme 5 opus, j'ai envie de dire, parce que c'est comme 110 pages, 130 pages par tome, mais c'est qu'elle en a sorti un par semaine. Fait que ça devait tellement être le fun de comme attendre la sortie. Tellement, ouais. En tout cas, je trouvais ça intéressant quand même comme façon de publier. Puis, c'est que c'est une dark romance. Elle est tombée. Ça y est, la porte est ouverte. Le pire, c'est que c'est ma deuxième avis. J'ai jamais lu ça. Puis comme, je pense que celle-là, ça le fait parce que c'est addictif comme pas possible, mais je pense pas être une grande fan de dark romance. Puis tu sais, 2016, dark romance, ça devait être quand même, on va dire, plus soft. C'est ça, oui, qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui, mais tu sais, c'est un gros jugement de ma part en ce moment, là, j'en lis pas vraiment, fait que je peux pas comparer, là, mais le pire, c'est que je pense pas, mettons, parce qu'il y a quand même plusieurs styles de dark romance, là, je trouve, là, je pense pas que des dark romance du genre captive ou... consentement non clair, là. Ouais, mais où est-ce que l'homme est un peu comme en situation justement de kidnappeur ou de stalker. Ça me parle zéro. Là. À date, ce que j'ai lu en termes de dark romance, puis ce qui m'a plu, c'est quand l'homme et la femme sont autant des victimes au final, puis comme ce qui fait que c'est dark, c'est les thématiques abordées, mais il y a personne qui se fait kidnapper ici, puis comme, oui, il y a comme des meurtres, puis il y a quelque chose qui se passe, là, mais... Genre, c'est ça, il n'y a pas de syndrome de Stockholm, puis il n'y a pas d'attachement. C'est pour ça que je te dis. Non, mais je comprends. Je pense pour ça que je te dis que tu étais vraiment dans les débuts où est-ce qu'on y allait vraiment sur des personnages sombres. Plus que comme des trends. Oui, c'est ça. Quasiment horrifiques, là, mais ouais, je comprends. Mais en gros, c'est qu'on suit le personnage de Lana, et Lana, tu comprends assez rapidement que elle n'est pas née sous ce nom-là, qu'elle a refait sa vie, puis qu'elle a vécu comme une tragédie, là, genre une agression, son frère est décédé, t'sais, elle a vraiment vécu une soirée là, mortelle. Là. Genre la pire journée de sa vie. Oui, la pire journée de sa vie. C'est ça. Et en fait, c'est que là, on se rend compte qu'elle, ça fait 10 ans qu'elle planifie sa vengeance envers ses bourreaux. Excuse-moi, j'aime juste ma blague. Oui, moi aussi. C'est une petite inside joke entre nous, la pire journée de notre vie. Mais elle a le droit de le dire. Moi, j'ai pas le droit. Excusez, je peux pas m'en empêcher. Mais, moi, ce que j'en étais. Je sais plus, j'ai décroché. Ah oui, c'est ça, c'est qu'on comprend assez vite qu'elle elle planifie sa vengeance envers ses bourreaux de la pire journée de sa vie. C'est ça. Donc là, Lana, dans le fond, c'est une tueuse en série. C'est une serial killer parce que là, elle tue ses bourreaux un à un. Ah, mais tellement mérité. Dans un monde parallèle, justement. Exactement. Teintoué. Ouais, c'est ça. Oui, teintoué. Je comprends. Et en fait, c'est que là, elle rencontre un homme de qui elle est intéressée. Et là, c'est la première fois en comme 10 ans qu'elle est comme capable de avoir une certaine intimité, de s'attacher à quelqu'un. Pour se rendre compte que dans le fond, c'est un agent de FBI, profiler en plus. Ah, c'est bon. Oui. Là, bientôt, il va tomber sur son cas, là. Ouais, mais c'est sûr, voyons donc. Ben oui. C'est un peu quasiment le jeu du chat de la souris, de comme qui
va comme m'attraper qui, là. Exact, mais là, elle a comme un peu accès à ses dossiers, puis là, elle essaye de l'envoyer sur de mauvaises pistes. Ouais. Mais tu sais, ça jouera pas très longtemps, ça, là. C'est bon. Fait que là, t'es rendu où, à peu près, sur... Là, j'ai le tome 1 terminé sur 5, Okay. fait que j'ai comme 130 pages de lu. OK, bon, moi, ça se lit vite, là. Tu sais, c'est oui. du plaisir à lit un peu. Et puis ça là. finit sur des cliffhangers pas possibles. Ouais, c'est Puis ça. là, en plus de ça, tu sais, les deux ont des horaires chargés, là, parce que lui, agent de FBI, là, il est toujours sur un cas, puis il est toujours en déplacement, puis elle est comme, ben là, moi, je suis en train de tuer du monde, mais je peux pas te le dire, là, fait que là, je te dis, dans le fond, que je suis comme dans un voyage d'affaires. Fait que là, ils se voient pas souvent, fait que 130 pages d'échanges de textos. Ah non, mais ça, on aime ce trope. Oh oui, on en veut plus de ces petits messages-là envoyés. Honnêtement, on est servi là, sur 130 pages, c'est sûr qu'il y a le corps que c'est des textos. Là. Je pensais à toi, justement. Hey, non, mais ça donne envie. Il est juste en anglais, hein, je pense. Oui, mais hein? d'une facilité. Mais ça doit se lire quand même assez bien. Hein? On lit pas ça pour la prose, là. On lit pas ça pour avoir une belle écriture. C'est correct. C'est correct. Mais honnêtement, je suis quand même surprise que c'est bien écrit. Ouais? Genre, ça se défend bien. Là. Oui, ça se défend bien. OK. Ouais, le banter aussi entre les personnages est vraiment bon. C'est super. OK, mais là, je vais dire ça me tente, mais là, j'essaie vraiment de comme m'éloigner des bas-fonds. Elle est là, puis elle essaie déjà de me convaincre au vice. Petit démon vent. Là, je vais pas être toute seule dans mon vice de la Kindle. Accompagne-moi! Non, c'est pas vrai. Tellement une mauvaise amie. Moi, je suis là à être sortie de mon era de romance depuis, genre, on va dire, de souffre en moi, puis elle essaye de m'y ramener, là. Mais c'est vrai que t'en es complètement sortie. Ah ouais, puis j'essaie. Complètement un aparté, là, mais... Puis j'essaie que ça perdure, là, mais les temps sont durs, là. J'ai envie d'y retourner, puis je suis là, non, Dréane, ça va être impossible de s'en remettre encore après, là. Hey, mais j'ai pensé à toi, là, on change de sujet complètement, là, mais j'ai été à la librairie l'autre jour, puis là, sur la table, il y avait Mile High. Ah! Puis là, c'était tout de suite après qu'on en avait parlé, dans le fond, que tu t'avais haï ça, puis tout ça. Là. Tellement à mort. Puis là, je me suis dit, tu sais, je vais lire comme 2-3 phrases, parce que je me rappelle que tu revenais sur le point que c'était mal écrit. Ouais. Là, je me suis dit, je suis curieuse, tu sais, j'ai envie de savoir. Puis... je l'ouvre, puis honnêtement, là, j'ai un talent. Là. À chaque fois que j'ouvre un livre de romance, je tombe direct sur la scène graphique. Là. C'est à tout coup. Là. Je peux ouvrir n'importe quel livre, c'est tout le temps sur cette scène-là que je tombe. Il y en a tellement qu'à m'amener. C'est vrai que pas vraiment le choix. Tu sais, mais oui. Puis honnêtement, ce que j'ai lu, ça m'a tellement choquée que j'en ai pris une photo, puis je me suis dit que je t'en reparlerais. Je me suis dit, voyons, ça peut pas être écrit ça. Honnêtement, j'ai envie de te dire oui, et même encore pire. Ah. Qu'est-ce que t'as lu, mon Dieu? Là, on s'entend, c'est le premier tome. Ouais. OK. Ouais, là, finalement, peut-être que je le lirai pas à voix haute parce que c'est un peu vulgaire, là, mais en gros, la femme et l'homme sont en plein débat. Oui. Et là, c'est que elle lui dit qu'il va vraiment falloir qu'il s'occupe d'elle avec vigueur. Regarde, oui, je sais. Parce qu'elle veut que sa chaîne lui pète dans le front. Regarde, je te dis, là, ce livre-là, là, c'est... Je peux pas, honnêtement, là, c'est un des pires livres lus dans ma vie, là, c'est impossible. Non. La chaîne, je peux pas! Non, écoute, non, je te montrerai tantôt l'extrait. Oui, c'est ça, on s'en reparle. On revient sur le sujet, mais j'avais pris la photo, je me suis dit, fallait que je t'en reparle. Ben écoute, je pensais que moi, que t'allais faire référence à mes petits livres de Noël Quétaine, là, qui viennent de sortir, là. Je m'empêche, là, d'aller me procurer. Parce que je me dis, Audrey-Anne, on va vivre le Salon du Livre de Montréal. Tu vas voir qu'est-ce qui se passe au niveau des achats là-bas, puis tu verras après si ça vaut la peine ou pas. Parce que, tu sais, quand même, j'essaie de me dire que je suis raisonnable. Mais là, depuis une semaine que j'en vais passer partout, puis je suis comme, j'ai envie, ça passe là. ou ça casse. Mais oui, mais c'est parce que quand tu tombes sur le petit bonbon, là, tellement le fun, là, t'es comme, mais quel beau moment. Fait que, bref. On passe sur autre chose. De mon côté, oui, je suis en train... En fait, j'ai commencé, puis là, c'est pour ça que je dis le nom avec mon téléphone, parce que le nom de l'auteur, il est difficile pour moi de me rappeler. C'est une vieille affaire qui est sortie il y a quand même un bon moment, là, 2011. Mais bon, j'en reparlerai sur mes réseaux sociaux de pourquoi que je lis cette vieille affaire, mais c'est de mon chum. C'est le premier livre de la boîte. Oui. Pour vrai? Oui. Il y avait ça là-dedans? Oui, c'est le premier. On s'en reparle, la gang. Ouais. C'est plate, là, mais on s'en reparle. Donc, ça s'appelle Miséricorde de Jussi Adler Olsen. J'espère que je le prononce bien. Donc, c'est polar scandinave.
pour ceux qui se questionnent. Mais pour vrai, jusqu'à date, je ne suis pas déçue. Vous irez voir, il est vraiment, vraiment, vraiment bien coté en plus. En fait, là, je suis vraiment pas rendue loin, ok? Fait que je vous dis qu'est-ce que je sais pour le moment, mais on suit différents points de vue. Donc, évidemment, pas leur scandinave, c'est ce que ça veut dire. Mais en fait, c'est que c'est une équipe qui, à la base, a été créée pour revenir sur des cold cases, donc des affaires qui ont été non classées. On a donc 2 points de vue. Un qui se passe, mettons, 5 ans avant, donc 2002 environ, et un qui se passe 5 ans plus tard, donc 2007. Et du point de vue de 2007, c'est qu'on y suit en fait une jeune politicienne. Jeune politicienne étant, mettons, fin trentaine, début quarantaine, à peu près, qui vient en fait à se faire kidnapper par plusieurs individus. J'en suis là dans l'histoire, j'en connais pas plus. Et de l'autre point de vue, ben, on a 5 ans plus tard, donc une équipe, le département 5, où est-ce qu'on y suit des agents, on va dire l'équivalent du FBI, qui décident en fait d'ouvrir certains fonds publics pour réinvestiguer sur de vieilles affaires, dont celui de cette jeune politicienne qui n'a jamais été résolu. Au moment où est-ce que les preuves et autres sont sorties, c'est qu'on sait que cette femme a subi énormément de souffrances et a été emprisonnée dans une cage pendant plusieurs années pour on ne sait trop quelle raison. Et bien évidemment, on se partage ces 2 points de vue-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, puis de quelle manière cette personne-là, s'est fait kidnapper. Il y a des indices qui laisseraient croire que ça aurait été planifié par d'autres personnes issues du même milieu politique. C'est de revenir en fait avec de vieux témoins, ou est-ce que, bien au contraire, on pense plutôt que c'est la femme qui aurait eu certaines magouilles avec, on va dire, certaines personnes de sa ville, en fait, pour avoir certains fonds qu'elle n'aurait pas dû avoir. Bref, on se promène dans ces différents points de vue-là. J'en suis là. C'est à peu près un tiers du livre que j'ai lu. Vous dire à quel point que je comprends l'addiction à ce livre, bien évidemment, je veux dire, c'est juste un roman scandinave. Donc, ça se lit vraiment, vraiment bien. C'est noir, c'est glauque, c'est sombre. On n'est pas dans des détails super sanglants, mais juste assez pour nous donner froid dans le dos. J'adore. En plein dans ton créneau, ça. Oh que oui! C'est tes anciens amours, ça. Vraiment, exactement. Fait que reste à voir qu'est-ce que j'en aurais pensé de la fin. Il y a quand même plusieurs personnes qui m'avaient écrit sur les réseaux parce que c'est une vieille chose, là. Fait qu'il a été lu en masse. Puis tout le monde me dit que la fin est vraiment, vraiment comme wow. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ah, super. Fait que voilà. On a vraiment des lectures très sombres, mais pas pareil. C'est ça, aux extrêmes opposés, mais c'est correct. On aime ça de même. Exact. Donc, terminons dans le fond. Oui, exactement. Donc, merci évidemment de nous avoir écoutés. C'est toujours bien apprécié. On a vu quand même quelques nouveaux commentaires ici et là, que ce soit sur Spotify, Balado Apple ou encore sur YouTube. Donc, tant mieux pour nous. Ça nous donne une certaine visibilité. Je dois dire qu'on aime bien quand vous nous taguez en story. Honnêtement, à chaque fois, on est là comme « Oh, le petit flow, c'est tellement le fun! » Ça nous permet de parler un peu avec vous. Donc, continuez. Genre, c'est une obligation, là, cet épisode-là. Là. Vous nous taguerez en story, ça nous fait super plaisir là, de pouvoir participer à votre quotidien. Puis sinon, évidemment, on vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes parce que pour nous, c'est ce qui fait la différence. Tellement. Et du côté de YouTube, même chose, commentaires et likes, ça nous aide tellement. Et là, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité sur YouTube. Dis-nous tout. Peut-être que vous aurez la mise à jour, peut-être pas, mais ça risque d'arriver au compte-gouttes sur certains comptes. Juste avant les commentaires, vous avez une section qui va s'appeler applaudir ou booster selon la langue dans laquelle votre compte YouTube est. Et là, en fait, c'est que vous pouvez donner des points. Vous avez une banque de points gratuite à chaque semaine qui se régénère et vous pouvez donner des points aux vidéos que vous voulez. Et comme ça, ça aide encore plus l'algorithme. Fait que si jamais vous avez cette option-là, c'est gratuit. Merveilleux! Applaudissez-nous! Oui, c'est ça! Mais c'est parfait! Ah non, mais je savais pas ça, là. Ouais. Ah. Mais ça fait un bout, je pense que c'est en train de venir tranquillement. Puis là, je regardais toujours. Puis en tout cas, moi, personnellement, sur mon compte personnel, j'avais pas ça. Mais là, ça commence à être de plus en plus fréquent. Là. S'il vous plaît, partagez-nous! Oui. OK! C'est ça. Donc, sur ça, si vous voulez jaser un peu plus amplement avec nous, ça va être du côté de nos réseaux littéraires. De mon côté, c'est le point lecture avec un point entre chaque mot. Et de mon côté, on me retrouve sur Arrêt, la petite barre de soulignement littéraire. Sur ce, à la prochaine! Bye!